Jeff Lasteney a été pendant très longtemps un spécialiste du 800 mètres de niveau international. Malheureusement, alors qu'il était à quelques centièmes d'une sélection pour les Jeux Olympiques de Londres, il se blesse grièvement et son rêve olympique est stoppé net. Bien sûr, il consulte plusieurs spécialistes jusqu'au jour où un kinésithérapeute lui annonce qu'il ne pourra plus jamais courir. Évidemment, cette annonce, elle est dévastatrice pour lui. Pourtant, il refuse cette fatalité et va tout mettre en œuvre pour pouvoir recourir, allant jusqu'à se lancer un défi fou, celui de participer au championnat du monde de triathlon sur la distance mythique de l'Ironman alors qu'il sait à peine nager et faire du vélo. La suite, c'est lui qui vous la raconte tout de suite dans l'interview. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec deux passionnés qui le vivent au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir dans l'émission l'une des personnes les plus polyvalentes dans le monde de la course à pied et surtout un homme qui aime se lancer des défis complètement fous, Jeff Lasteney. Jeff, comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Ça fait bien plaisir. Écoute, le plaisir est partagé. Et je suis aussi en compagnie de Fred, entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme et aussi co-animateur du podcast. Fred, comment ça va ? Écoute, moi ça va parfaitement et je suis très content qu'on puisse dialoguer aujourd'hui avec Jeff, notamment parce qu'il a un parcours assez surprenant, mais on va y revenir. Ça, c'est sûr, Jeff, que tu as un parcours pour le moins surprenant, mais on va pas tout révéler tout de suite, hein. On va laisser nos auditeurs faire ta connaissance au fur et à mesure de l'interview. Il y a quand même une question que je me pose, moi, Jeff. Quand on regarde un petit peu ton cursus, ton parcours, tu as été un grand champion sur 800 mètres, avec plusieurs participations à des grands championnats, comme notamment les championnats du monde. Puis, tu as complètement changé de voie. Maintenant, tu cours, tu nages, tu fais du vélo, tu es devenu un triathlète. Je crois aussi que tu exerces dans le civil en tant que kinésithérapeute. Du coup, comment tu fais quand tu dois te présenter à quelqu'un avec toutes ces facettes ? Ça doit pas être évident. Déjà, je parle jamais de ce que j'ai fait en premier. J'attends toujours que les gens me demandent parce qu'il y a des gens que je rencontre au quotidien justement par mon métier qui s'intéressent pas du tout au sport. Et en fait, c'est aussi une partie assez importante de ma vie d'après que j'ai découvert qu'il n'y a pas que le sport, qu'en fait c'est à nous sportifs d'inciter les gens à rentrer dans ce monde, de partager notre passion. Donc, ce que je leur dis aux gens, c'est que je reste un passionné de sport, mais que moi aussi, je veux bien rentrer dans leur passion à eux si c'est autre chose que le sport. Eh bien, on est tombé sur le seul triathlète qui ne parle pas sport tout le temps. Tu dois être une espèce rare en voie de disparition. Non, parce que les triathlètes et même les coureurs, il faut pas se mentir. On parle quand même beaucoup de sport. On est un peu accro. Ouais, alors je suis assez accro personnellement de sport, de matériel et tout ça. Ça comme un bon triathlète que j'ai découvert ça depuis quelques années, que le triathlon tourne beaucoup autour du matériel et moi personnellement ça me ravit parce que j'adore ça. Aussi bien au niveau avancé technologique que shopping de base où on peut passer nos journées dans plein d'items différents. Mais c'est vrai que en fait, dans mon entourage, j'ai rencontré pas mal de sportifs qui étaient intéressés par autre chose. Et je m'y suis beaucoup plus retrouvé au final dans ces gens-là. Et notamment mon beau-père qui est entraîneur d'aviron, qui a vécu toute sa vie dans l'aviron et qui au final maintenant s'ouvre à beaucoup de choses et qui a toujours des débats et des idées sur beaucoup d'autres choses. Et de parler avec lui, ça m'a assez ouvert l'esprit. C'est vrai que faire preuve d'ouverture d'esprit et de diversité, pas parler que des sujets sport, ça peut être agréable pour les autres. Mais pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on va parler sport, Jeff, hein, ça je peux te le dire. Et je vais commencer avec ma première question. On dit souvent que le 800 mètres, le double tour de piste, cette distance très très courte et très lactique, très rapide, avec quand même de l'endurance, est l'une des distances les plus difficiles dans le monde de la course à pied. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que la course en elle-même, elle est pas si compliquée. Et à l'entraînement, on a la chance de pouvoir faire beaucoup plus de choses variées qu'un sprinter qui ferait beaucoup de techniques de muscu, de sprint pur, ou qu'un fondeur qui ferait du fond.
Moi, je trouve que 800, 1500, on a la chance de faire, et particulièrement 800, j'ai l'impression d'avoir vraiment touché à tout. Et j'ai eu la chance aussi de rentrer à l'INSEP avec Bruno Gagère. Ouais. C'est un entraîneur qui était très axé 400-800. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une formation presque de sprinter et à la fois de bosser ma caisse avec Byron. Je me suis entraîné avec Maïdine pendant 2 ans. Au niveau difficulté de la tâche, moi je trouve que c'est pas forcément le plus difficile parce que toute l'année on est presque diverti au long de la semaine, on fait jamais tous les jours la même chose. Même les muscu, elles sont très différentes et tout. Et puis arrivé le jour de la course, si on s'entraîne dur, le jour de la course, on fait ce qu'on a à faire. Hein. Ouais, je comprends. C'est vrai que sur les courses de fond ou le marathon ou les courses de longue distance, les entraînements sont plus monotones, alors que sur le 800 mètres, vous avez beaucoup plus de diversité dans les entraînements. Et puis, t'as pas cette part d'incertitude. Quand tu vas sur un marathon, t'as beau avoir fait les choses, tu as beau avoir t'entraîné correctement, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est une course qui est tellement longue que tout peut se passer. Alors que sur 800 mètres, si tu t'es bien préparé, ça doit passer. Et à contrario, sur 800 mètres, si tu t'entraînes pas, il n'y aura pas de miracle. C'est sûr que ça va pas passer. Ah, c'est sûr qu'après, j'ai fait des 800 mètres où j'étais pas forcément prêt mentalement notamment la saison 2010, pour ne pas la citer, où j'étais pas prêt à... Enfin, je savais pas trop ce que je venais faire sur la piste, quoi. Et là, c'est sûr que tu ramasses sévère sur 800 mètres. Là, si t'es pas prêt et que les autres sont prêts, c'est pas très agréable. On passe pas la meilleure minute de notre vie. Il n'y a pas de touristes sur 800 mètres, c'est ça que tu veux nous dire? Il n'y a pas de touristes devant en tout cas. Il y a sûrement plein de touristes derrière, mais c'est vrai que moi quand je suis venu faire du tourisme sur 800 mètres, ça a été une sale saison. Ouais. Alors, on vient d'évoquer rapidement ton passé, ton expérience d'athlète de haut niveau sur 800 mètres. Mais aujourd'hui, on te connaît comme triathlète et tu cours pas n'importe quel triathlon, tu cours l'Ironman. Et entre le 800 mètres et l'Ironman, il y a un monde, il y a même un univers. T'as jamais voulu aller plus loin sur 800? Et surtout, pourquoi est-ce que tu es passé du 800 au triathlon? Qu'est-ce qui s'est passé? Les blessures. Je pense que si je m'étais jamais blessé, aujourd'hui je serais un coureur de 1500 mètres sur la fin, peut-être en tentative de reconversion, ratée ou pas, je ne sais pas. Mais c'est sûr que j'aurais été jusqu'à 2016. J'étais en train de me tourner sur le 1500 mètres depuis que j'avais quitté l'INSEP. Et puis en fait, j'ai jamais pu en faire parce que je me suis blessé. Donc c'est clairement la blessure qui m'a fait voler ailleurs. Alors ok, tu es en train de m'expliquer que tu es passé du 800 mètres à l'Ironman parce que tu t'étais blessé et que c'était trop contraignant. Mais attends, excuse-moi, le triathlon c'est aussi traumatisant comme discipline pour le corps. Tu as de la natation, du vélo, de la course à pied, c'est même encore plus risqué. J'ai du mal à comprendre. Comment tu peux m'expliquer ça? Ouais, au final, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal de se tourner vers l'Ironman quand c'est les blessures qui font arrêter l'athlétisme. Ce qui m'a vraiment fait me tourner vers le défi de l'Ironman, déjà parce qu'on m'en avait parlé quand j'étais petit et que j'avais trouvé ça génial. À l'époque, ils le faisaient en slip et ça m'avait vraiment marqué de me dire qu'il y a des gens qui faisaient ce truc complètement fou en slip de bain, quoi. Donc je me disais, En fait, c'est incroyable, quoi. C'est juste pour courir en slip, c'est ça Voilà, que tu nous dis? et maintenant, on le fait plus et je suis très déçu. Et non, et ouais, et donc du coup, en fait, bon voilà, de toute façon, je connaissais l'Ironman depuis longtemps. Et puis quand j'ai arrêté l'athlétisme, j'ai vu une multitude de spécialistes qui m'ont tous dit, tu sais, bon, ça va être compliqué. Je voyais la saison 2013 défiler en me disant, bon, déjà une saison de perdu. Puis au bout d'un an sans courir parce que j'avais un problème au genou, je me suis dit que bon, au niveau carrière internationale, c'était sûrement fini. Et puis j'ai rencontré un kiné qui m'a carrément dit c'est fini. Il a vraiment employé ces termes-là. Ça m'a marqué et ça me marquera jusqu'à la fin. Il m'a dit c'est fini. Et peut-être une semaine plus tard, j'ai rencontré un docteur qui s'appelle Dr Fechtenbaum qui m'a dit qui il est pour dire c'est fini. Et quand je suis rentré chez moi, en fait, j'ai eu un sursaut d'orgueil et je me suis dit, c'est vrai ça. Ça veut dire quoi, c'est fini? Qu'est-ce qui est fini? C'est moi qui décide ce qui est fini ou ce qui est pas fini. Donc, je vais aller. Donc je me suis fait opérer du genou. J'ai trouvé un médecin qui voulait enfin bien m'opérer du genou et les autres voulaient pas, je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, sur mon lit d'hôpital, je dramatise un petit peu quand je dis sur mon lit d'hôpital, mais ça me plaît de le dire comme ça. Sur mon lit d'hôpital. C'est au plaisir. J'ai dit à ma femme, et ben, je vais choisir la discipline la plus dure, l'Ironman. Enfin, la plus dure
la plus extrême, quoi, l'Ironman, et j'irai au championnat du monde. Attends, Jeff, je te coupe parce que là, c'est complètement improbable ce que tu nous racontes. Tu t'es blessé très grièvement parce que tu avais une pratique sportive excessive en tant qu'athlète de haut niveau. Tu as galéré pour trouver un médecin qui voulait t'opérer. Tu es sur ton lit d'hôpital. Et là, tu n'es même pas encore sorti que tu expliques à ta femme que tu vas te lancer sur le triathlon. J'imagine qu'elle a dû bondir. Tu n'es même pas rétabli et tu veux te lancer un défi aussi fou et extrêmement chronophage. Voilà, et sauf que ma femme, elle était en équipe de France d'aviron et qu'elle a elle aussi arrêté sur blessure et qu'elle a dit tu veux y aller, tu iras. Génial. C'est comme ça. Et du coup, en te lançant ce défi, lorsque tu étais sur ton lit d'hôpital, hein, on va en rajouter un peu nous aussi pour bien faire l'histoire. Tu savais déjà nager, faire du vélo. Alors faire du vélo, j'entends, mais faire du vélo de compétition, tu savais faire ces choses-là ou pas? Je savais faire du vélo, mais je me suis acheté un vélo peut-être 3 mois après ma blessure. Pour essayer de garder le contact avec le sport parce que je me disais bon allez j'ai peut-être raté les Jeux de 2012 mais après tout après l'Olympiade il y a une autre Olympiade donc je me suis acheté mon premier vélo et j'ai commencé à faire du vélo comme ça. J'ai fait mes premières sorties longues au bout de 2-3 mois et la natation j'ai fait de la natation quand j'étais petit, après j'ai plus du tout nagé. Donc non, j'ai vraiment au niveau de la natation, j'ai repris pas loin de zéro. Et au niveau du vélo, ça m'a tout de suite plu ce côté de faire du sport longtemps, de rentrer complètement rincé, d'avoir mal aux jambes, mais sans aucun choc. Le lendemain, tu te lèves, t'as mal nulle part, si ton vélo est bien réglé. Ok, et du coup, parce que Guillaume en parlait, hein, l'aspect chronophage du marathon, de manière comparée entre être un international sur 800 mètres et un triathlète de haut niveau, puisque tu as participé au championnat du monde, en termes de temps par semaine, de manière comparée, ça donne quoi? J'ai été beaucoup plus investi dans ma préparation de l'Ironman d'Hawaï que je l'étais dans ma carrière professionnelle d'athlète parce que avec ma femme, elle est kiné et elle est très bien renseignée sur la nutrition. On a vraiment pris conscience avec les années qui avancent que l'entraînement invisible, donc la nutrition, le sommeil, la récupération, la planification, tout ça, ça joue pour bien plus que l'entraînement visible. Donc je m'entraînais aux alentours de 20 heures par semaine, mais j'ai été investi 24 heures sur 24 dans mon projet. Il n'y a pas un jour où je me suis levé en me disant bon bah aujourd'hui je sais pas bien ce que je vais faire et puis je sais pas trop si j'ai envie de le faire donc je vais peut-être aller ce soir boire un verre avec des copains ou quoi. Non, tout est vraiment dirigé vers un objectif et en plus d'autant plus que avec l'âge du coup là je viens d'avoir un enfant, je suis marié, ma famille ils m'ont déjà beaucoup soutenu dans une première carrière de haut niveau. Là, je leur ai mine de rien demandé de me soutenir dans une deuxième. Je me suis dit, j'ai vraiment réalisé que tous ces gens-là, ils faisaient aussi un sacrifice moral et chronophage pour eux aussi. Donc je me suis dit, je fais pas ça pour rien. Si je le fais bien, quoi. Et ces exigences-là, tu les avais pas quand tu faisais du 800? Ben non, je me rends compte aujourd'hui que je mangeais très bien parce que j'avais la chance d'habiter chez mes parents, alors qu'ils habitaient juste à côté de l'INSEP, mais que je sortais quand même beaucoup, pas beaucoup par rapport à quelqu'un de mon âge, mais beaucoup par rapport à quelqu'un qui prétend pouvoir aller aux Jeux Olympiques. J'ai pas vraiment mis 100% de ce que j'aurais pu mettre dans le sport. Par exemple, comparé à un très bon ami à moi qui s'appelle Johan Koal. Quand on voit depuis junior comme il a organisé sa vie complète pour performer chaque été, si j'avais fait 50% de ce qu'il a mis en place, je pense que j'aurais pu être athlète de haut niveau plus longtemps, quoi. Justement, en parlant de rigueur et de discipline, la préparation d'un Ironman, elle est extrêmement contraignante et elle demande beaucoup d'implication. Tu sais, il y a une expression un petit peu moqueuse qui dit que pour être un triathlète, il faut être célibataire, il faut être riche et ne pas travailler. Ce qui d'ailleurs, mis bout à bout, présente quelques contradictions quand même, soit dit en passant. Mais moi qui cours, et ça me prend déjà beaucoup de temps, je me suis toujours demandé, mais comment vous faites-vous les triathlètes pour vous entraîner quand vous bossez? Comment vous vous organisez? C'est quoi votre gestion? Eh ben, ouais, justement, c'est le mot gérer est vraiment bien choisi parce que c'est une gestion du quotidien. Prenez le travail à 9 heures. Mon premier patient, il est à 9 heures. Et ben, j'avais déjà un entraînement de natation parce que l'entraînement de natation, il est à rendez-vous à 7 heures dans l'eau, donc de 7 heures à 8h30.
Donc, il fallait que je me lève à 6 heures du matin chez moi. Et je l'ai fait jusqu'à 5 fois par semaine. C'est un investissement personnel, enfin temporel, quoi. Il faut vouloir se lever à 6 heures du matin pour aller s'entraîner. Et puis, je quittais le travail aux alentours de 16h30 à 17h15 maximum. J'étais sur mon vélo et j'ai déjà fini des sorties entre deux ronds-points espacés de 200 mètres parce que c'était le seul endroit éclairé où je pouvais finir parce qu'il était 22h30, quoi. Quand on le veut, franchement, on le peut. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Quand on veut, on peut. N'importe quel objectif, n'importe quel défi, c'est à notre portée. Évidemment, ça va demander une certaine rigueur, ça va demander de la discipline et beaucoup d'organisation. Mais quand on veut vraiment quelque chose, on peut l'avoir. Mais là, je te parle vraiment de le vouloir. C'est pas quelqu'un qui va dire « Oh, j'aimerais bien faire un marathon en tel chrono. Oh, si je pouvais le faire. » Non, 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 non. C'est vraiment « je veux ça ». Et si vous êtes au clair avec vous-même et que vous êtes OK à accepter les sacrifices que votre préparation va engendrer, eh bien, vous êtes inarrêtable. Et sinon, Jeff, je voulais te poser une question qui est sûrement en lien d'ailleurs avec ce que je viens de dire. Est-ce que ta blessure, finalement, tu t'en es servi comme une source de motivation ? Oui, c'est sûr. En fait, quand je me suis blessé au tendon d'Achille en 2012, je savais que j'avais les minima dans les jambes. L'année d'avant, je m'étais arrêté à une 45,5 pour une 45,20 et j'avais énormément progressé à l'entraînement. Donc, sauf pépin, je me voyais vraiment les faire. Et donc, un mois avant, enfin au début de la saison, je me blesse et mine de rien, en préparant l'Ironman, je me suis arrêté si près du Graal du circuit fédéral, en fait, quoi, les Jeux Olympiques. Ça fait Europe, monde, Jeux, c'est comme ça, quoi. Même si c'est pas le rêve de tout le monde, ça reste le Graal, les Jeux Olympiques. Je me suis dit, bah là, je vais pas m'arrêter si près d'un autre Graal, quoi. Donc, je me suis dit, je vais au moins aller m'en chercher un. Si c'est pas les Jeux, ce sera Hawaï. Donc voilà, je m'entraînais même en plein été, je voyais pas souvent le jour à l'entraînement. C'est vraiment intéressant et très riche d'enseignements ce que tu nous racontes, puisque la blessure, on peut tous y être confrontés. Moi, les auditeurs, n'importe quel sportif doit pouvoir y faire face. Et toi, c'est pas anodin. Ta blessure t'a empêché de participer aux Jeux Olympiques. C'est terrible. Pour un athlète, c'est le Graal suprême de participer aux JO. Néanmoins, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, au lieu de te lamenter, toi, t'es allé chercher dans cette blessure un levier de motivation pour te lancer un nouveau défi. Et je trouve ça très fort. Je te dis bravo parce qu'il faut une vraie force de caractère pour pas s'apitoyer sur son sort et réussir à rebondir comme tu l'as fait. Ce qui est important de préciser, et c'est encore plus à ton honneur, c'est que tu n'es pas dédié à l'entraînement, tu as un travail à côté. Comment tu t'es organisé ? T'exerces à plein temps ? T'as aménagé tes horaires, c'est ça ? En fait, je travaille que à domicile parce que quand j'habitais à Paris, je travaillais dans un cabinet à Asnières. Quand je suis arrivé sur Bordeaux, j'ai découvert la kiné à domicile et j'ai trouvé ça au niveau social, les relations humaines que j'ai avec mes patients, j'ai trouvé ça plus intéressant. Et puis il y a des pathologies plus distantes de ce qu'on rencontre toujours, la tendinite, le mal de dos et tout ça. En cabinet, c'est 95% des pathologies, quoi. Et là, c'est plus des gens plus handicapés ou quoi. Et donc, je me suis investi plus avec eux. Et donc, j'ai ce qu'on pourrait appeler un 2/3 temps, quoi. Sauf que c'est moi qui décide des horaires. Mais comme ma femme, elle était enceinte l'année dernière, j'ai donc un peu augmenté ma charge de travail en m'occupant de ses patients à elle pendant qu'elle était en congé maternité. Donc, l'année dernière, je faisais un bon 35 heures, ouais. J'étais à plein temps. Et du coup, moi, je voulais revenir un peu sur des propos que tu tenais, notamment lorsque tu parlais d'entraînement invisible et de diététique. Ça m'intéresse particulièrement, parce qu'en fait, les filières énergétiques, c'est pas à toi que je l'apprendrai, mais sur 800 et triathlon n'ont rien à voir. Du coup, j'ai bien compris que avec ta femme, vous aviez revu totalement cette partie-là. Tu peux nous en dire un peu plus en gros, l'alimentation type du triathlète, celle que tu adoptes toi? Celle que j'adopte moi, donc déjà que mon corps, à aucun moment de la journée, il ait besoin de quelque chose que je lui apporte pas. Donc si à un moment de la journée j'ai faim, je sais que en plus de lui demander quelque chose à l'entraînement, je suis en train de lui en demander trop, quoi. Quand on se nourrit de manière qualitative, des bons produits dans des quantités adaptées. Ça sert à rien de se manger l'énorme plâtré de pâtes si le corps il peut pas l'assimiler, quoi.
Donc en fait, ça c'est 100% ma femme qui m'a appris ça. On gère des associations d'aliments qui sont intéressantes, genre des féculents avec des légumineuses dans telle proportion, parce qu'aujourd'hui j'ai un entraînement plus axé sortie longue, plus axé explosivité. Je vais essayer d'avoir un apport protéique tout de suite après. Mon entraînement, il commence pas au moment où je mets mes baskets et il s'arrête pas au moment où je les enlève. Il commence au repas d'avant, voire à la sieste d'avant, et il s'arrête à la fin de ma journée, quoi. Mais du coup, tu t'autorises quelques petits plaisirs? Par exemple, un petit verre ou ce genre de choses? C'est une question qu'on peut se poser, tu vois. On va penser que t'es devenu un moine là, avec le triathlon. Ben non, mais bien sûr, Ouais. je m'accorde plein de plaisir parce que il faut bien, enfin, après ça c'est comme en athlé, il faut bien cibler dans la semaine, on peut pas travailler dur 7 jours sur 7. Enfin, on peut travailler dur, oui, mais on peut pas travailler traumatisant 7 jours sur 7. Donc c'est sûr que le midi avant une séance, je vais pas aller m'envoyer une bière. Par contre, le lendemain, si j'ai un copain qui veut aller boire une bière ou boire une bière à la maison, y a pas de souci. Franchement, je me prive de beaucoup moins de choses maintenant que quand je faisais mes régimes, parce que justement je faisais des régimes quoi, en étant stable 365 jours sur 365, et ben il n'y a pas besoin de faire des régimes et de se priver et tout ça. Le jour où j'ai envie de prendre un petit gâteau, je prends un petit gâteau. Si j'ai envie de me descendre le paquet, je me descends le paquet. Je m'assure juste de pas le faire 2 heures avant une séance parce que bah la séance elle est gâchée quoi, c'est dommage. Ouais, c'est super important ce que tu dis, cette notion de plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment répéter à tout le monde. On a le droit, si on en ressent l'envie, de s'accorder un petit moment de plaisir, de manger un gâteau s'il nous donne envie, d'aller boire une bière avec des amis. Ces instants-là, ils sont très importants pour la santé psychologique du coureur, qui ne soit pas trop dans la frustration ou dans le manque. Et ça, même si on prépare une compétition aussi exigeante qu'un Ironman, ou avec même un niveau de performance important. Toi, tu visais un chrono de très haut niveau et pourtant tu t'accordais ces plaisirs-là. Donc il ne faut pas culpabiliser pour ça. Le tout, c'est de rester raisonnable, de ne pas faire ça n'importe comment, comme tu dis, pas avant une séance ou pas 3 jours avant une compétition, et de laisser des moments qui soient suffisamment assez espacés pour que le corps il puisse tout simplement bien assimiler ça. Et justement, si on parle de contraintes, quand on est triathlète, on doit s'entraîner sur 3 disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. Pour toi, quelle a été la discipline la plus compliquée à gérer, que ce soit en termes de temps ou de difficulté? Le problème au niveau chrono, c'est plus le vélo. Ça prend beaucoup de temps, surtout quand on prépare un Ironman. Il y a des sorties très très longues. Donc ça, c'est top de préparer un Ironman l'été. Et l'hiver, c'est du home trainer, des sorties dès qu'on peut, parce qu'il y a la pluie, le froid et tout. L'hiver, c'est un peu plus compliqué de préparer un Ironman, franchement. D'accord. Et la course à pied, comment tu as géré ça? Et bah la course à pied, je me suis clairement reposé sur mes acquis en me disant, j'ai été un peu blessé cet été et je me suis clairement dit, même si je devais ne pas courir jusqu'à Hawaï et courir que le jour d'Hawaï, je suis sûr que je pourrais sortir, allez, même 3h30 au marathon, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, le travail qu'on fait en vélo, il est très très, comme on dit, transmissible sur la course à pied. Ça se transférable, Ouais. voilà. Ouais. Il se transfère, mais très 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 bien. J'incite le plus de monde possible à intégrer le vélo dans un entraînement de course à pied parce que c'est même pas un transfert qui se fait genre bon bah après pendant un mois il faut rebosser un petit peu la course à pied. Et pour moi du jour au lendemain, ce que j'ai fait en vélo, je le sens à pied quoi. Ouais, c'est vrai, on parle souvent d'entraînement croisé dans la course à pied. Ça permet quelquefois de remplacer des footings un peu ennuyeux et monotones par une sortie vélo quand il fait beau, avec des amis. Ça peut être très sympa et diversifier les choses. Et toi, du coup, tu cours presque plus, tu cours un petit peu. Comment ça se passe maintenant? Maintenant, je fais plus du tout de footing, de seuil trop long ou des choses comme ça. Je fais tout ce qui est long, je le fais en vélo parce qu'il n'y a pas de choc. Et après, je transfère à pied sur de la VMA, de la qualité, du sprint, quelques seuils, mais pas très très longs. Et un footing de temps en temps, histoire de garder le contact, quoi. Du coup, tu fais combien de kilomètres par semaine en vélo et aussi en course à pied? En course à pied, je dois faire des semaines, je sais pas, aux alentours de 40 km. Ouais. Même en préparation Ironman, je pense que je suis peut-être monté à 50 km, ma plus grosse semaine. Par contre, en vélo, j'ai enchaîné des semaines à 500 km, c'était devenu de l'eau pour moi. J'ai fait une sortie de 10h40 à la montagne, 230 km avec 6000 de D+, et je l'ai pas senti passer. Et quand j'ai posé le vélo le soir,
Je me suis dit, si je peux faire 10h40 de vélo en montagne tout seul, sans musique, à Hawaï, je vais faire un truc, c'est sûr, parce que le temps, c'est plus un problème, quoi. Ouais, je comprends parfaitement. Là, en fait, avec des entraînements aussi durs, avec des entraînements aussi longs, bah, tu emmagasines de la confiance. Et quand vient le jour de la compétition et que tu es sur la ligne de départ, bah, tu sais que tu as fait tout ce qu'il fallait faire et que tu peux avoir confiance en toi, ça va bien se passer. Et justement, tu as fait quel chrono sur Hawaï et puis parle-nous aussi de tes prochains objectifs. Ça va être quoi maintenant? Sur Ironman, j'ai fait 8h58 à Hawaï, du coup. Et en objectif, je me suis fixé de revenir à l'athlétisme, de faire une petite pause dans l'Ironman. Parce que justement, j'avais du mal à me fixer un objectif qui soit pas lié à une augmentation de l'entraînement encore, quoi. D'accord. Pour moi, si je devais par exemple me dire, eh ben, je veux faire 8h30 à l'Ironman, je m'entraînerais encore plus et ça deviendrait pas vivable, quoi. À la fin de la préparation, les 20 heures par semaine, ça, au niveau social, ça devenait un petit peu pesant. Et au niveau Surtout social, surtout au avec niveau, un enfant en bas âge, quoi. ouais. Et au niveau social et au niveau mental aussi, parce que on voit l'exigence physique dans tout ce que tu nous as présenté, mais est-ce que mentalement, du coup, ça t'a obligé à faire appel à d'autres ressources, à d'autres leviers, des choses que tu n'avais pas connues dans ta carrière sur 800 mètres? Ah oui, c'est sûr. De faire des sorties entre 6 et 10 heures de vélo, sachant qu'on roule sur une route en plus, donc musique pas vraiment conseillée, ça fait appel au sentiment faut s'habituer à la solitude en fait. On peut préparer un Ironman en groupe, avec un club, avec des partenaires d'entraînement, mais pour moi, j'ai jamais vu un sport de solitude si profonde. C'est quelque chose déjà qui t'habite toute la journée. Quand tu te lances dans un Ironman, ton entraînement il commence pas 3 mois avant, comme un marathon, on y va full gaz et c'est 3 mois de préparation. Moi je dis que l'entraînement de l'Ironman il commence le jour où tu penses, où tu penses à le faire. Et après, mine de rien, comme on sait que ça va être un effort entre 8 heures et 16 heures, parce qu'il y a des gens qui mettent 16 heures et c'est d'autant plus respectable parce que c'est des gens qui se lancent le défi, qui n'ont peut-être pas forcément le passé sportif que nous on a. Et pour moi, la ressource que j'ai dû aller chercher le plus profond, c'est ce sentiment de solitude à en faire quelque chose d'agréable en fait. Ne jamais se dire j'aurais bien fait cette sortie-là avec un copain ou si j'ai pas ma musique, je me sens seul ou des choses comme ça. Faut être tout seul face à soi, pas stressé, pas s'énerver. Et du coup, ça, tu t'y es fait tout seul justement, ou tu as été accompagné dans cette gestion de la solitude par un préparateur mental, un coach dans le domaine? J'ai un groupe d'amis qui sont athlètes, cyclistes, triathlètes où on s'entend très très bien, qui connaissent bien du coup les exigences du sport de moyen à haut niveau et qui m'ont encouragé du coup dans cette optique-là à réaliser tout ce travail solitaire. Mais eux, ils étaient présents à chaque fois que j'avais besoin d'eux. Quand j'avais une petite faiblesse ou quoi, je me suis pas tourné vers un spécialiste ou quoi parce que je vois ça avec mes amis, avec ma femme et puis en fait, eux, ils m'ont vraiment supporté en me disant, si tu dois le faire, tu le fais. Tu te plains pas, tu t'habitues. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'ont poussé à me faire. Ils m'ont dit, on sait que tu dois le faire, quoi. Donc tu t'en plains pas, tu fais en sorte de t'y habituer. Et je m'y suis habitué. Ouais, ils t'ont mis face à tes responsabilités, clairement, là. C'est ça. Dans mon groupe, dans ma femme, c'était plutôt du genre onde positive en me disant, tu sais le faire, tu peux le faire, tu vas le faire. Et mes copains, c'était plus un petit peu dans l'esprit que j'avais quand j'étais très jeune contre mon frère, du coup, dans le mode défi, en me disant, tu vas à Hawaï, les mecs qui seront contre toi, puisque c'est un des seuls Ironman où c'est vraiment la course, quoi. C'est la place qui compte pour une fois, c'est plus vraiment le temps. Ils m'ont dit, eux, ils sont pas en train de tergiverser sur est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis fatigué ou quoi. Eux, ils vont y aller, ils seront très déterminés, donc tu te bouges, c'est une course, quoi. Donc j'avais les deux sollicitations, le côté zen et le côté bouge-toi. Ouais, c'est intéressant ta philosophie de vouloir compter au maximum sur soi-même sans rien attendre des autres et aussi pouvoir se familiariser avec la solitude, de pas en avoir peur pour finalement l'appréhender le mieux possible pendant une course de longue durée comme un Ironman. Sinon, Jeff, on peut dire que en passant du 800 mètres
À l'Ironman, tu as fait le grand écart et tu es clairement sorti de ta zone de confort. Et ça va être ma prochaine question. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer un nouveau défi? Ça peut être se lancer sur marathon, ça peut être se lancer dans un ultra trail ultra difficile et exigeant, ou bien tout simplement finir sa première course. C'est quoi les conseils que tu leur donnerais pour se lancer de nouveaux défis? Je lui conseillerais de beaucoup profiter de la période, on peut un peu dire de naïveté, quand on connaît pas bien la discipline, pour justement apprendre les spécificités de chaque discipline. On peut pas préparer un marathon comme un semi-marathon. Je conseillerais à tout le monde de prendre un petit moment pour cibler les spécificités de son objectif et de regarder au maximum ce qui se fait autour. Par exemple, pour l'Ironman, spécificité de la nutrition, par exemple, c'est un aspect primordial de l'Ironman, de la course, se nourrir en faisant l'effort. Il faut manger pendant qu'on roule, il faut manger pendant qu'on court. Il y a peu de disciplines qui nécessitent ça. Et ben, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'on mange solide? Est-ce qu'on mange liquide? Donc, pour quelqu'un qui préparerait un marathon, c'est un peu pareil. Est-ce qu'on fait un entraînement croisé avec un autre sport? Est-ce qu'on fait de la musculation ou pas de musculation? Est-ce que, au niveau de la nutrition, est-ce que je compte sur la nutrition de l'organisation ou est-ce que je compte sur une nutrition que moi-même je mets en place à l'entraînement? De vraiment regarder la spécificité du sport. Qu'est-ce que mon défi nécessite? Donc de courir longtemps, de courir pas longtemps, de me nourrir, de pas me nourrir, voilà. Et une fois qu'on a les 2-3 grosses spécificités, de voir ce qui se fait autour de ça. Et une fois qu'on s'est renseigné là-dessus, voilà, on planifie. Et puis après, en général, on se trompe pas de beaucoup. D'accord, donc vraiment profiter de sa naïveté, de son enthousiasme de se lancer dans une nouvelle aventure, parce que ça finalement c'est quelque chose qu'on va vivre qu'une seule fois, donc il faut en profiter à fond. Ensuite, bien calculer les spécificités de cette discipline. Si ça va être un trail, un ultra trail, il va y avoir des questions de nutrition, il va y avoir des questions d'équipement. Tout ça, il faut vraiment bien l'appréhender, il faut bien le mesurer, il faut bien se renseigner. Il ne faut pas hésiter à demander des conseils à ceux qui ont déjà pratiqué ces disciplines-là, aller chercher de l'information. Écouter tout et puis après se faire son propre avis et puis mettre en place une stratégie, un plan d'entraînement structuré et très bien organisé. Voilà, moi ce que je retiens dans ce que tu nous dis, c'est que c'est l'organisation qui prime et qu'il faut vraiment faire ça de manière très intelligente. Et maintenant, je vais passer à ma deuxième question, une question qui se suit un petit peu. Quel bénéfice tu as pu tirer en sortant de ta zone de confort? J'imagine que tu n'as pas fait ça pour rien. Forcément, tu as dû en tirer des bénéfices. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'en ai tiré une confiance dans ma vie personnelle presque illimitée. Parce que je me suis dit, je veux faire de l'Ironman et j'ai réussi à l'emmener assez haut comme objectif. Et je me dis, en fait, si après mon opération, j'avais décidé de me lancer dans autre chose, je suis sûr que j'aurais pu le faire. Donc en fait, quand on cerne bien son objectif et qu'on se donne les moyens d'y arriver, ça fait qu'au bout d'un moment, on se dit mais en fait, si je me donne les moyens, je peux quasiment tout faire, quoi. Et en partant de là, on réalise qu'on a des proches qui nous soutiennent et qui nous ont aidés à faire ça. Et donc en fait, voilà, c'est une spirale positive. Quand on réalise qu'on a été capable de se concentrer si fort sur un objectif qu'on le valide, on se dit allez, je me lance dans un autre objectif, que ce soit sportif ou pas sportif, mais je me fixe un autre objectif et je suis sûr que je vais réussir à le faire. Ou alors on devient un soutien très précieux pour quelqu'un qu'on adore et qui lui-même se lance dans cet objectif. Ouais, je comprends et je pense que tous ceux qui se sont donné un objectif et qui l'ont atteint, eh bien ils vont s'identifier à ce que tu viens de dire. Car quand on atteint son but, eh bien on gagne une confiance en soi qui est énorme. Et c'est ça qui est top. Parce que quand on y réfléchit, la confiance en soi, c'est pas inné, c'est pas quelque chose que tu as à la naissance, il faut aller la gagner. Mais ça vaut le coup de se battre parce que cette confiance en soi, elle est utile pour soi-même, mais elle est aussi utile pour ses proches, pour ses amis, pour sa famille. On devient quelqu'un de positif, on devient quelqu'un de challengeant. Et ça, c'est très appréciable pour les autres. Et justement, en parlant des autres, si on met de côté l'aspect sportif, quel autre avantage et bénéfice tu as pu tirer de ce défi sur ta vie professionnelle ou familiale? Déjà, par exemple, ce sentiment de solitude avec lequel il faut s'habituer.
bah voilà, se dire que en fait, parfois la ressource, elle se trouve à l'intérieur de nous. On n'est pas obligé de toujours se rapprocher de quelqu'un pour avoir la solution. Donc maintenant, j'essaye, quand j'ai un problème, je me dis, et si j'avais pas l'occasion de demander à quelqu'un de m'aider, comment je ferais? Et la plupart du temps, je trouve une solution, parfois qui tient pas toujours la route, mais bon, qui fait bien l'affaire. Et donc en fait, ouais, le sport, et particulièrement le sport de très longue distance comme l'Ironman, ça m'a aussi appris à moins me reposer sur les autres et à plus apprécier l'aide quand je leur demande, plutôt que de toujours demander aux gens de m'aider tout le temps, partout. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Cette capacité à pouvoir être autonome et à te compter dans le côté positif de la chose, mais à compter que sur soi-même et se reposer sur personne. Et puis c'est peut-être comme ça qu'on avance peut-être plus vite que les autres. C'est ça. C'est un parallèle très proche avec une sortie vélo longue. Si tu pars pour 6 heures de vélo et que tu sais pas où il y a un point d'eau, tu sais pas si tu as le matériel pour réparer une crevaison et que t'as pas de quoi te nourrir, que tu t'es pas assez couvert ou quoi, c'est sûr qu'au bout de 3 heures de vélo, il y a personne qui va venir te chercher. Enfin, si, il y a peut-être des gens qui vont venir te chercher, mais franchement, si tu peux être prévoyant, fais-le. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Si en réfléchissant 3 secondes, tu arrives à peut-être apporter une solution à ton problème, ça vaut le coup de laisser les gens tranquilles. Ouais, ça te permet de te responsabiliser encore plus et peut-être aller chercher une maturité. Ouais, mais vraiment s'habituer En fait, on s'habitue à soi, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est qu'on s'habitue à se dire que, bon, j'habite dans mon corps, c'est le seul endroit où j'ai pas le choix de vivre ou quoi. J'habite à Paris, je peux déménager. Par contre, mon corps, je l'habite du début à la fin. Ouais. Donc, si je me nourris mal, tant pis pour moi. Si je fais n'importe quoi, tant pis pour moi. Si je m'ennuie de moi-même, il faut que, enfin, tu vois, donc au bout d'un moment, tu t'habitues à toi. Et en fait, quand tu t'habitues à toi-même, à ton corps et que tu le respectes, et ben c'est à ce moment-là où tu te dis, mais en fait, je pensais pas pouvoir faire 10h40 de vélo sans m'ennuyer, sans avoir mal. Mais c'est parce que, en gros, je me suis mérité moi-même, quoi. J'en suis pas arrivé là en mangeant mal, en dormant mal, en ayant des pensées néfastes ou quoi. Donc en fait, comme je me suis habitué à moi-même et que j'ai appris à m'apprécier moi-même, mon corps me le rend bien, quoi. Je me le rends bien à moi-même au final. Non, mais c'est très intéressant parce que on revient sur un sujet qu'on a évoqué dans un podcast qu'on a consacré au stress, sur le fait d'être centré sur soi-même. Et finalement, ce que tu dis nous ramène à ça et nous ramène à l'idée d'être finalement le meilleur compagnon pour soi-même et le meilleur soutien, en fait. Parce que comme tu dis, dans la solitude, tu apprends à te connaître et en apprenant à te connaître, tu apprends à te faire confiance et à finalement te dire que les solutions, tu les as. Exactement, c'est ça. Quand on réalise que les solutions, on peut les trouver au fond de soi, et ben en fait c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'il faut se respecter et quand on se fixe un objectif, s'en donner les moyens, quoi. Quelqu'un qui va s'inscrire sur un marathon et s'entraîner de manière très sommaire, personnellement, le lendemain, il se fera moins confiance. Il va se dire c'était dur, j'en suis peut-être pas capable, je pense pas que je puisse aller plus loin. Alors que s'il s'était bien entraîné, s'il s'était donné les moyens, il se dirait c'est fou, je pensais pas que je me sentais comme ça, quoi. Tu m'étonnes. Ok. Il y a des questions qu'on aime bien poser un petit peu à chacun de nos invités sur le podcast. Et la première, c'est est-ce que tu as une citation ou des valeurs clés qui sont importantes pour toi et que tu aimes bien te rappeler dans les moments positifs ou les moments plus compliqués? Ouais, c'est mon entraîneur, Monsieur Darras, quand je me suis blessé en junior, je crois, enfin une douleur de croissance, quoi. Il m'a dit, tu sais, Jeff, tout se fait avec le temps, tout se défait avec le temps et tout se refera avec le temps. Quand on l'écoute comme ça, on se dit qu'elle est un peu chiante et quand on prend le temps de faire les choses, on se dit qu'en fait, tout est une question de temps. Et quand on analyse bien cette citation, le temps, il veut pas dire le temps long, il veut juste dire le temps. Le temps, ça peut être très court, ça peut être très long. Et quand on apprend à gérer son rapport au temps, eh ben, on arrive à tout gérer en fait. Okay. Et si tu pouvais revenir 20 ans, 25 ans en arrière, quel conseil tu donnerais au petit Jeff de 12, 13 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais? Dans 25 ans, tu vas être super heureux, donc fonce. Eh ben écoute, c'est des super mots de la fin, ça révèle ton bonheur et une certaine joie de vivre, comme quoi on a tout à gagner en se donnant des objectifs et en les atteignant. On te souhaite une super saison 2019, Jeff. Merci beaucoup.
Et Et puis sur les pistes et en duathlon, si j'ai bien suivi l'actualité, non? en duathlon avec le Stade français. Exactement, hein. Exactement. Bonne soirée. Et voilà, j'espère que l'interview vous a plu et que ça vous a donné envie à vous aussi de vous lancer plein de nouveaux défis. Si vous voulez en savoir plus sur Jeff et le suivre sur son retour en athlétisme, je vous invite à l'ajouter sur Facebook et Instagram. Il met plein de contenu. Vous allez le voir en train de faire du vélo, de faire de la natation, de faire de la course à pied. Je vous assure qu'on s'ennuie jamais avec lui. Et bien voilà, c'est le moment de se laisser et de se donner rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.